Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Patrick Cohen. Le Sénat repasse à droite, il sera présidé par Jean-Pierre Raffarin ou par Gérard Larcher, mais je ne suis pas sûr que les Français se passionnent pour cette bataille. On va en parler un peu plus tard si vous le voulez bien. Question d'abord, ça vous fait sourire. Question d'abord. Oui, c'est une curieuse entrée en matière. On commence par la question du jour en disant mais c'est peut-être pas très intéressant. Bon, enfin, ceci dit, je partage votre point de vue, je suis pas sûr que ça passionne les Français. Eh bien voilà, donc on va en parler un petit peu plus tard. Donc question d'abord sur notre avenir énergétique. Vous avez choisi de soutenir Nicolas Sarkozy dans son retour politique et dans sa bataille pour la présidence de l'UMP. Vous l'avez entendu en meeting jeudi dernier à Lambersart. Est-ce que vous êtes tombé de votre chaise en l'entendant se déclarer favorable à l'exploitation en France des gaz de schiste? Oh, tomber de ma chaise, non, parce que je suis pas surprise. C'est un débat ancien. Entre lui et moi, je suis pas d'accord, tout simplement. Mais c'est pas le premier sujet, ni Il est si probablement ancien ce débat parce le que dernier sujet sur lequel je suis pas d'accord. Nicolas oui. Sarkozy était président quand la loi interdisant les gaz de schiste a été votée. Oui, mais vous savez, on a eu à l'époque une majorité parlementaire forte qui ne voulait pas des gaz de schiste. Et moi, j'étais pas à l'époque parlementaire, j'étais ministre, Oui. mais j'en étais. Je me suis battue pour qu'on puisse retirer les permis qui avaient été accordés, je trouve, un peu rapidement par Jean-Louis Borloo, et passer une loi qui aujourd'hui interdit le type d'exploitation qui est pratiqué aux États-Unis et devrait autoriser des expérimentations à des fins scientifiques sous contrôle public, expérimentations qui aujourd'hui malheureusement sont pas mises en œuvre. Ça, ce que je trouve un peu dommage. Aujourd'hui, la loi est pas complètement appliquée. Je trouve ça un petit peu dommage. Revenons peut-être d'un mot au fond, si vous voulez bien. Quand les Français, peut-être quand nos auditeurs entendent gaz de schiste, on a l'impression que c'est un produit différent. C'est pas un produit différent. Le gaz de schiste, c'est le gaz ordinaire, c'est le gaz de ville, c'est le gaz qu'on importe. Donc le problème, c'est pas le produit, le problème, c'est la façon dont il est extrait. S'il y avait moyen de l'extraire de manière complètement propre, ce produit qu'on importe et qui nous coûte très cher dans notre balance commerciale, ce serait bien de pouvoir le fabriquer, Ce serait bien, de pouvoir l'extraire en France. quitte à, comme vous l'avez dit parfois, ou comme le disent les écologistes, quitte à nous maintenir dans une addiction pour les énergies fossiles. Regarde, soyons clairs. En fait, idéalement, il faudrait ne plus utiliser aucune énergie fossile. On en est d'accord. Maintenant, aujourd'hui, on en En importe. attendant l'idéal, on pourrait Voilà. réduire la Aujourd'hui, proportion. aujourd'hui, on en importe. Ce produit qu'on importe et qui n'est pas toujours extrait de la manière la plus propre à l'étranger, si on pouvait le produire de manière propre chez nous, je dis pourquoi pas, ça vaudrait le coup qu'on regarde. Mais la vérité, c'est que les technologies qui sont disponibles ne sont pas des technologies propres et le type d'exploitation qui a été mené aux États-Unis a conduit à une forme de dévastation écologique, paysagère aussi, dont je ne veux pas en France. Donc je suis contre le type d'exploitation qui a été menée aux États-Unis. Encore une fois, j'aimerais que la loi soit mieux appliquée et qu'on aille, par exemple, au bout du projet d'expérimentation scientifique, mais ça ne remet pas en cause les fondements même de la loi. Je défends la loi que j'ai participé à faire voter il y a 3 ans. Et c'est un point de débat à l'intérieur de la droite, Oui, comme c'est un point de débat... désaccord important avec Nicolas Sarkozy. Comme c'est un point de débat à l'intérieur de la gauche, Patrick Cohen. Parce que ce clivage qui traverse la droite, qui la traversait déjà pour partie à l'époque, traverse aujourd'hui la gauche de la même manière. Vous vous souvenez qu'Arnaud Montebourg disait qu'il était pour l'exploitation des gaz de schiste en désaccord avec certains membres de son gouvernement. Et à ce moment-là, vous aviez nouveau. dénoncé la duplicité du gouvernement Ayrault Bah oui. en août 2012. C'est une ligne de clivage qui traverse la droite et la Et gauche. donc il y a aussi une duplicité à l'UMP. Oh bah, il n'y a pas une duplicité, on sait quelles sont les positions des uns et des autres. Moi, ma position, vous la connaissez. Ah oui, d'accord. Ah oui, bon. Ouais, bon. Bon, d'accord, quand même. Et le principe de précaution, vous avez grandement contribué à faire inscrire dans la Constitution, je le rappelle. Là aussi, Nicolas Sarkozy, je le cite, « Je souhaite clairement que nous réfléchissions aux conséquences du principe de précaution auquel je préférerais toujours le principe de responsabilité », a-t-il dit à Lambersart. Ouais. Moi, je pense que c'est une erreur d'opposer la précaution et la responsabilité, parce que pour moi, le principe de précaution, c'est un principe de responsabilité vis-à-vis des générations futures. Mais là aussi, on est sur un débat qui traverse la droite et la gauche depuis longtemps. Vous vous souvenez, moi, j'étais le rapporteur de la Charte constitutionnelle de l'environnement, dans laquelle il y avait le principe de précaution. En 2005. C'était, en fait, in fine, c'est la droite qui l'a voté et la gauche l'a pas voté. Mais pendant les débats, on l'avait bien vu, la question du principe de précaution, c'était une ligne de clivage qui traversait la droite et qui traversait la gauche. Je suis fermement convaincue que le principe de précaution a sa place dans la Constitution.
Il y a un problème dans la société aujourd'hui qui est réel, qui est le regard qu'on porte sur le progrès, les formations scientifiques, l'expérience scientifique. C'est une réalité. Je ne crois pas du tout que ce soit le fait du principe de précaution. Je crois d'ailleurs que la jurisprudence en matière de principe de précaution le démontre assez clairement. Le principe de précaution ne bloque pas le progrès. Il y a un problème dans la relation de notre société au progrès, mais ce n'est pas un problème qui est lié au principe de précaution. Je pense que c'est une erreur. Mais c'est une erreur qui peut faire débat. Enfin, il y a beaucoup de monde pour défendre ça, à droite comme à gauche. Ce n'est pas mon point de vue. Si je compte bien, ça fait 2 désaccords avec oui. Nicolas Sarkozy. Mais Patrick Cohen, il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres. Et il y en aura Vous d'autres. savez, Et alors, globalement... je voudrais préciser, Oui. je voudrais préciser les choses là-dessus. Nicolas Sarkozy est quelqu'un avec lequel on peut marquer des désaccords. Et vous savez quoi? Il accepte même, ce qui est finalement assez peu commun pour un homme politique de son niveau, d'être convaincu par d'autres. Et quand les arguments sont bons, il se laisse convaincre. Ça m'est arrivé sur certains sujets sur lesquels il y avait des vraies divergences au début, de le convaincre. Ça m'était arrivé par exemple sur les OGM, sur la question des OGM au moment du Grenelle de l'environnement. Donc c'est ni la première ni la dernière fois. Aujourd'hui, il y a un autre sujet sur lequel moi j'ai un point de désaccord, je ne l'ai pas caché il y a quelque temps, c'est la question de la loi sur le mariage pour tous. Moi, je ne souhaite pas que cette loi soit abrogée. Pour le moment, Nicolas Sarkozy a une position ouverte sur ce sujet. Il ne s'est pas prononcé dans un sens ou dans l'autre. Moi, je dis clairement, je ne souhaite pas que cette loi soit abrogée et je souhaite l'en convaincre. Ouverte ou floue, comme on voudra. Un jugement global sur son retour qui semble tout de même s'inscrire dans la droite ligne ou dans la ligne droite de cette campagne de 2012 que vous n'avez pas beaucoup aimé, Nathalie Kosciusko-Morizet. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Sur le fait de ne pas avoir aimé la campagne Je ne suis pas d'accord avec vous sur la ligne de ce retour, comme vous dites. C'est aujourd'hui, finalement, c'est quoi les messages principaux que passe Nicolas Sarkozy, ceux que vous pouvez retirer de son discours de Lambersart? C'est d'abord le choix de ne laisser aucun territoire abandonné, aucun territoire à la désespérance d'une fausse alternative entre la détresse dans laquelle nous laisse ce Parti socialiste et l'aventurisme que nous propose le Front National. Mais c'est aussi la critique des corps intermédiaires, le recours au référendum. Si vous voulez bien. Aller dans le Nord, c'est faire ce choix-là. Parce que le Nord, c'est un territoire qui avait voté Nicolas Sarkozy en 2007 et qui n'a pas voté Nicolas Sarkozy, qui n'a pas fait ce choix-là en 2012. C'est un territoire sur lequel le Front National prospère, c'est un territoire sur lequel le chômage explose. Donc, c'est d'abord marquer ce souci-là. Après, la proposition que fait Nicolas Sarkozy aujourd'hui, elle porte principalement pour l'UMP, pour le renouveau de sa famille politique, parce que c'est une campagne pour la présidence de l'UMP. Ce n'est pas une campagne pour autre chose pour le moment. Et cette campagne pour la présidence de l'UMP, il l'a fait sur un projet qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Ça faisait des mois, d'ailleurs, que je prenais ça, qui est la refondation, mais de fond en comble, de notre famille politique. Moi, je pense que l'UMP est morte. On a des militants formidables, on a des cadres qui, pour certains, se défoncent, font un travail terrible. Mais je pense que l'UMP est morte. L'UMP est morte, elle a été tuée par le ridicule et elle a été tuée par la guerre des égos. Et aujourd'hui, pour être à la hauteur des responsabilités de l'opposition, il faut la refonder de fond en comble, entièrement. J'avais proposé il y a quelques mois de changer le nom de l'UMP. J'avais demandé aussi à ce qu'on change de siège. Moi, je crois qu'il faut vendre le siège, qu'il faut changer de lieu. Et Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, fait son retour sur un projet de refondation de notre famille politique. C'est quelque chose que je soutiens fortement. Encore une fois, je trouve que l'UMP a échoué. Je viens personnellement de la famille gaulliste, je me sentais mieux avant dans la famille gaulliste, qui avait justement ce côté plus familial, ce côté compagnonnage, dans laquelle la vie politique, c'était pas que des professionnels, c'était pas un parti d'élus ou de gens qui souhaitaient l'être, c'était pas un parti de salariés avec parfois des très hauts salaires, c'était d'abord un engagement. C'était d'abord une vision partagée, une aventure partagée au service de la France. Voilà, moi j'ai envie de retrouver ça. Contribuer à faire Mais retrouver écoutez, il fait campagne aujourd'hui sur la refonte complète, en l'espace de 3 mois, de la famille politique, dans un mouvement qui sera un mouvement dont il souhaite qu'il dépasse les clivages partisans. Et moi, ça me convient bien là aussi, parce que je pense que beaucoup des clivages, on en a eu d'ailleurs quelques exemples à l'instant dans nos discussions, beaucoup des clivages qui ont structuré la vie politique par le passé ne sont plus opérants, et un certain nombre des clivages qui la structurent aujourd'hui, en revanche, viennent pas s'incarner dans les partis politiques. L'UMP, donc, qui, avec le
centre reconquiert le Sénat. On y revient, comme prévu. Ça va changer quoi, Nathalie Kosciusko-Morizet? Bon. Depuis ce matin, vous dites sur votre antenne que ça ne changera rien. Alors, si vous voulez que je vienne défendre le contraire, là, en fin de matinée. Ah, vous êtes là pour ça. Je vais vous Nous dire, sommes si on était antenne non, mais Patrick pluraliste Cohen, et ouverte à toutes les opinions. non, mais si on était dans l'esprit de la Ve République, Mm. c'est-à-dire un pouvoir qui tire sa légitimité du peuple, qui le réinterroge régulièrement, qui est donc attentif à ce qu'ils disent dans les assemblées, qui sont les représentants des Français, à ce qu'ils disent au Sénat, qui sont les représentants des territoires. Si on était là-dedans, dans un pouvoir qui respecte l'esprit des institutions de la Ve République, ça changerait quelque chose. Mais la façon dont le pouvoir a jusqu'ici procédé avec les assemblées, et singulièrement avec le Sénat, à l'occasion de la réforme territoriale, montre bien j'allais dire qu'ils s'asseyent un peu dessus, en tout cas qu'ils le contourneront. Je prends juste cet Vous exemple voulez de que la je vous rappelle réforme ce que De Gaulle territoriale. voulait faire du Sénat, Nathalie Kosciusko-Morizet, puisque vous rappelez l'esprit des Attendez, pères fondateurs de la Ve République? Mais Patrick Cohen, il proposait de le supprimer. Il proposait de le fondre avec le Conseil économique et social. Mais attendez, ça c'est un choix. Mm. Là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse vivre, mais on ne lui laisse rien décider. Donc ça sert à quoi? Je prends juste un exemple, la réforme territoriale. François Hollande a voulu redécouper les régions. Normalement, le Sénat, c'est la chambre qui représente les territoires. François Hollande, son redécoupage des régions, il l'a fait tout seul dans son bureau avec 2 ou 3 énarques de la promotion Voltaire. Je vous rappelle ce qu'il en est advenu d'une région, non mais ça m'a frappé quand même, comme la région Poitou-Charentes. La région Poitou-Charentes, à 18h, le jour où la carte est sortie, ils étaient mariés, je crois, avec les Pays de la Loire. À 20h, ils étaient mariés avec le Centre et le Limousin. Après, au moment, quelques jours après où la loi a été déposée, ils n'étaient plus mariés avec personne. Bon. Et finalement, ils sont avec l'Aquitaine, il me semble, et le Limousin. Bon, c'est ridicule. Vous voyez, c'est pas respecter ni les Français, ni en l'occurrence les assemblées qui sont en charge, parce que le Sénat est en charge spécifiquement des territoires, que de procéder ainsi. Alors vous me demandez, avec un gouvernement qui agit de cette manière-là, ce que va changer le basculement du Sénat à droite. Bon, je ne crois pas que le gouvernement il sera plus attentif que par le passé. Maintenant, je préfère que le Sénat ait évolué de cette manière-là, parce que je pense que c'est un signal de reconquête, tout simplement. Nathalie Kosciusko-Morizet avec nous jusqu'à 9h-5. On vous retrouve dans quelques minutes avec les questions des auditeurs d'Inter et les commentaires, leurs commentaires aussi sur les réseaux sociaux avec le mot-clé interactive. Il est 8h33. France Inter, le 7-9, intervenez. La députée UMP de l'Essonne, Nathalie Kosciusko-Morizet, notre invitée ce matin sur les réseaux sociaux. Hélène Roussel, que dit-on de ce qu'on a entendu? Oui, d'abord la phrase que vous avez prononcée, Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour, et qui est le plus retweetée ce matin. Moi, je pense que l'UMP est morte. Elle a été tuée par le ridicule et par la guerre des élus. Et des égaux. Des égaux. Bon. En mort cérébrale, ironise par exemple Gercu, qui est élu écolo de Grenoble. Le ridicule, nouveau surnom de Sarkozy pour monde de droite. L'UMP n'a-t-elle plutôt pas été tuée par les fausses factures s'interroge Trompe Reynaud. Et puis Pony vous demande, Nathalie Kosciusko-Morizet, suffit-il de changer la peinture pour changer l'UMP? C'est une remarque qu'on m'avait faite quand j'ai dit il y a quelques mois que je trouvais qu'il fallait changer le nom de l'UMP. Y compris dans ma famille politique, hein. Il y en a qui ont dit « Ah, c'est du marketing ». Moi, je crois que les mots ont un sens en politique. Personnellement, j'ai jamais aimé le mot UMP. Pourquoi? Parce que ça s'est créé en fait en 2001-2002 sur un projet qui était à l'époque porté par Jacques Chirac qui s'appelait Union pour une majorité présidentielle. On réunissait l'ERPR et l'UDF pour créer une nouvelle majorité présidentielle. Et puis on a voulu garder l'acronyme UMP, Union pour une majorité présidentielle, et on a cherché des nouveaux mots qui moins contextualisés par le moment, des nouveaux mots pour aller sur cet acronyme-là. Donc on a dit Union pour un mouvement populaire. Voilà, je crois que quand on construit un mot, un nom comme ça, pour que les mots puissent rentrer dans des initiales, ça marche pas bien, ça fait des choses forcément un peu bancales. Les mots ont un sens en politique. Personnellement, c'est vrai que je viens du mouvement gaulliste, je suis très attachée au mot rassemblement. Il y en a d'autres qui ont du sens, mais changer de nom, c'est pas juste repeindre les murs, c'est refonder une famille politique en lui redonnant du sens. Au standard d'Inter, des appels pour vous. Patrick qui nous appelle de Paris, bonjour. Oui, bonjour, messieurs, Bonjour. madame, bonjour. Écoutez, moi je me pose toujours l'éternelle question. Nous parlons tout le temps d'économie d'énergie et que la première
chose à faire, c'est d'économiser l'énergie. Alors pourquoi n'oblige-t-on pas les constructeurs depuis 10 ans ou 20 ans même de faire des voitures hybrides en France et que toutes les voitures le soient hybrides? C'est-à-dire que, au même titre que Toyota, qui fait 3 modèles actuellement, au lieu de faire même toute sa gamme comme cela, de faire uniquement des voitures hybrides. Merci Patrick pour cet appel. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, de la part des gouvernements qui se sont succédés, être plus volontaristes dans les normes ou Alors, les réglementations à opposer aux constructeurs automobiles? D'abord, Patrick a raison de souligner que en matière en matière d'écologie, le plus urgent, c'est l'économie d'énergie. On discute toujours beaucoup et on polémique toujours beaucoup sur le meilleur moyen de produire de l'énergie. Là, on a parlé du gaz de schiste, on aurait pu parler du nucléaire, on parle des énergies renouvelables. Mais en fait, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. On n'a pas besoin de la produire, c'est celle qu'on a économisée. Sur les voitures, je dirais que c'est pas tellement possible de contraindre un producteur à produire tel ou tel modèle. En revanche, on peut inciter les utilisateurs à préférer tel ou tel modèle. C'est ce qu'on essayait de faire au moment du Grenelle de l'environnement avec le bonus-malus. Et c'est ce qu'on pourrait faire de manière encore beaucoup plus intensive à Paris. Moi, je l'ai proposé avec la ZAPA. La ZAPA, c'est une mesure issue du Grenelle de l'environnement qui permet, dans les centres-villes les plus denses, d'interdire certains types de motorisation, de manière programmée, suffisamment longtemps à l'avance pour que les gens puissent s'équiper. Donc on vous dit, voilà, à partir de 2017, tel type de motorisation, vous ne pourrez plus y avoir accès. À partir de 2020, vous ne pourrez plus entrer en ville avec tel type de diesel. Ça a l'air lointain comme ça, mais ça tient compte du rythme de renouvellement des parcs automobiles, privés et d'ailleurs pour les professionnels, et c'est très efficace. Il y a pas mal de grandes capitales qui l'ont mis en œuvre, et c'est en fait la seule mesure qui marche sur la pollution chronique. Et derrière, évidemment, ça fait évoluer les constructeurs. Donc ça a un impact sur les constructeurs, mais on n'attaque pas le problème par le constructeur, on attaque le problème, en l'occurrence, par le consommateur. Alors, on va beaucoup parler de ces sujets cette semaine, puisque je le disais, le projet de loi sur la transition énergétique vient en discussion mercredi, à partir de mercredi à l'Assemblée nationale, présenté par Ségolène Royal, qui sera à votre place demain matin sur Inter, Madame Kosciusko-Morizet, avec des objectifs ambitieux pour ce projet de loi, 10 milliards d'euros de crédit sur 3 ans. Est-ce que ça va dans le bon sens? Quel est votre regard là-dessus? Écoutez, il y a dans cette loi quelques mesures qui vont dans le bon sens. Et puis il y a surtout une occasion un peu ratée au regard de l'importance des enjeux. D'abord, il n'y a pas eu de recherche de consensus, de mobilisation de tous les acteurs comme on l'avait fait dans le Grenelle de l'environnement. Or, la transition énergétique, ça marche que si tout le monde est mobilisé. On sent bien, personne ne peut prétendre seul, ni le gouvernement, ni la puissance publique, ni faire seul la transition énergétique. Ça ne fonctionne pas. Il y a un grand absent dans cette loi qui, moi, je trouve, doit avoir sa place dans la transition énergétique, c'est la question du coût de l'énergie. Parce que le coût de l'énergie, c'est la compétitivité des entreprises, c'est le pouvoir d'achat des ménages. Et il faut réussir, et c'est très difficile, mais il faut réussir, on peut pas en faire l'économie, justement. Il faut réussir à marier la question écologique et la question économique. Moi, je trouve que la question du coût de l'énergie est mise de côté. Et puis alors, surtout, il y a un grand absent, c'est en fait tout ce qui fait la modernité, c'est-à-dire que la loi, elle est très passéiste. Par exemple, il n'y a rien sur les smart cities, sur les villes intelligentes. Comment aujourd'hui on s'organise pour associer tous les acteurs et faire des quartiers beaucoup plus intégrés, des quartiers dans lesquels la vie, dans toutes ses dimensions, soit beaucoup plus économe en termes de flux de matière et de flux d'énergie. C'est l'affaire des maires, non? Ils ne le font pas aujourd'hui? Bon, les maires, ils ne le font pas seuls. Je veux dire, ils peuvent le faire, mais que la puissance publique il faut accompagne. aussi, Regardez l'aide dans de le la Grenelle puissance de publique. l'environnement, dans le Grenelle de l'environnement, on avait lancé des appels à projets sur les écoquartiers. Construire en anticipant toutes les problématiques environnementales, c'est extrêmement contraignant. Mais derrière, d'abord, ça fait des quartiers qui sont très agréables à vivre et c'est extrêmement innovant. C'est le meilleur moyen, enfin c'est le seul moyen finalement de sortir d'un certain nombre d'impasses écologiques. Une chose qui est peu présente aussi dans la loi, c'est la question des formules tarifaires. Moi, je suis frappée de voir combien peu on s'intéresse à proposer aux particuliers des formules tarifaires intelligentes
pour les inciter à consommer moins, et notamment à consommer moins au moment où l'électricité est la plus chère. Vous savez que le problème de l'électricité, c'est que tout le monde la consomme aux mêmes heures de la journée, ce qu'on appelle la pointe. Et donc, à ces moments-là, il faut faire appel à des centrales thermiques pour la produire, pour pouvoir à toute vitesse produire de l'électricité en surplus. Bon, on aurait, pour les particuliers, comme ça existe pour les entreprises, des formules tarifaires attractives qui vous incitent à... Consommer la nuit, ça existe déjà, les compteurs bleus, non? c'est très peu. Ah bon? Vous avez les compteurs intelligents, et vous avez des compteurs intelligents, et derrière, les formules tarifaires ne suivent pas. On est beaucoup moins avancé qu'un certain nombre d'autres pays sur l'incitation aux particuliers à décaler sa consommation. Et vous avez, je crois, très peu de choses. Ah bon, il me semblait que c'était assez répandu, Oh non. mais je vais regarder Bon, ma facture EDF. Regardez de près, vous verrez. Autre chose au standard d'Interpol qui nous appelle de Paris, bonjour. Bonjour tout le monde, bravo Charline et bonjour madame. Bonjour, madame. Mais on transmettra à Charline. Nous vous écoutons, Paul. Alors madame, vous avez confirmé votre position sur le mariage homosexuel, je connaissais votre position. Vous avez aussi dit que vous alliez essayer de convaincre. L'ex-président dans ses dernières déclarations s'est simplement contenté de dire écoutez, nous allons rassembler notre famille, nous en discuterons et nous déciderons. Mais ma question est la suivante, si vous n'arrivez pas à le convaincre, on connaît son entêtement, qu'adviendra-t-il des couples mariés dont je suis? J'ai donc mon livret de famille depuis 1 an. Allez-vous me démarier? Allez-vous me contraindre à porter plainte contre mon pays et à vous emmener devant la Cour européenne des droits de l'homme? Le 5 octobre, la manif pour tous redonne de la voix. Quelle est votre position et quelles sont vos marges de manœuvre pour pouvoir abroger cette loi? J'aimerais vraiment pas de langue de bois, madame, et surtout me donner votre sentiment. Qu'allez-vous faire de nous? Alors, madame, mon sentiment, c'est que l'abrogation n'est ni souhaitable ni possible. Elle n'est pas souhaitable. Moi, je pense que c'est fait, c'est fait. Je ne l'aurais pas fait exactement de cette manière-là. Pendant le précédent mandat, j'avais milité auprès de Nicolas Sarkozy pour qu'on aille au bout de notre promesse de campagne, qui était l'union civile pour tous, union civile dans des conditions qui soient celles du mariage, en fait. En termes juridiques, enfin bon, une espèce d'extension du Pacs. Bon, j'avais milité pour ça, j'ai finalement pas eu gain de cause. Je crois qu'il y avait des manières moins clivantes de faire que ce qu'a fait François Hollande. Néanmoins, ce qui est fait est fait. Les gens sont aujourd'hui mariés. Je ne souhaite pas qu'il y ait un retour en arrière sur cette loi. Et par ailleurs, je crois que ça n'est pas possible. Je crois que ce n'est pas possible pour des raisons que vous avez soulignées, c'est-à-dire il y a des couples qui sont formés, il y a des enfants qui sont adoptés, je ne crois pas qu'il soit possible de revenir en arrière. Donc pour moi, il n'est ni souhaitable ni possible d'abroger la loi. Oui, je m'emploie à en convaincre ceux autour de moi qui ont encore une position différente. Un mot sur les paroles de Nicolas Sarkozy qui a opposé dans son discours de Lambersart et aussi, je crois, dans son interview à la télévision, les homosexuels, a-t-il dit, et les familles. On a dressé Alors là, les homosexuels contre les familles oui, ou les familles contre les homosexuels. Patrick Cohen, justement, il déplore qu'on est opposés les uns et les autres. Oui, d'accord, mais les homosexuels forment parfois des familles aussi. Non, mais attendez. Sur les termes employés. Bien sûr qu'ils sont dans les familles. Non, mais attendez, c'est une réalité de ce que la manière dont François Hollande a conduit ce débat a amené le pays à se diviser. C'est une réalité. Chacun a pu la constater dans la rue, dans la façon dont ça s'est passé, a amené le pays à se diviser. Moi, je pense qu'il y avait d'autres manières de faire. Sur des sujets comme ça, qui sont des sujets de société, il y a des positions qui sont très arrêtées, qui parfois prennent leurs racines très profondément dans l'histoire des individus, dans l'histoire des familles. On ne peut pas balayer ça d'un trait. J'avais, à l'époque d'ailleurs du débat sur le mariage pour tous, j'avais fait un parallèle, parce que moi, il m'avait frappé avec le travail parlementaire qu'il y avait eu sur la question de la fin de vie au moment de la loi Neotti. C'est des sujets, tout n'est pas comparable, mais ce sont des sujets sur lesquels il y a des convictions très profondes. Ça a trait à des cultures, à des histoires personnelles. Sur des sujets comme ça, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de faire évoluer les choses. Ce qu'on avait fait sur la question de la fin de vie, c'est qu'on avait mis des parlementaires à réfléchir entre eux, des parlementaires de droite et de gauche, dont certains avaient été confrontés à titre personnel à des problèmes de fin de vie dans leur entourage. Et au bout du compte, ils avaient proposé une loi à l'unanimité. Une loi sur laquelle tout le monde était d'accord. J'aurais voulu
qu'on fasse la même chose sur la question de mariage pour tous. On ne l'a pas fait. Du coup, il y a eu une division qui a été très, très douloureuse pour le pays. Moi, je ne souhaite pas qu'on revienne dessus. Je ne souhaite pas qu'on revienne sur cette loi. Mais la division qui a été très douloureuse pour le pays, oui, François Hollande en est responsable. Question, la dernière de Thomas Legrand. Oui, Nicolas Sarkozy a clarifié un petit peu sa position sur les primaires, mais il a dit qu'il était pour l'organisation de primaires en 2016 pour désigner le candidat à la présidence de 2017 de l'UMP ou de ce nouveau parti qui va naître. Mais dans le camp d'Alain Juppé et de François Fillon, on n'est pas encore très rassuré. Est-ce que ce seront des primaires ouvertes au centre, ouvertes à tous ceux qui veulent, un peu comme sur le modèle des socialistes? Plus qu'ouvertes au centre. C'est-à-dire que ce seront naturellement, il faut naturellement que ce soit des primaires ouvertes. Mais moi, j'aime pas trop ce débat. Est-ce que c'est des primaires de l'UMP, enfin de la droite, ou des primaires de la droite et du centre? Pour moi, c'est même plus que ça. C'est des primaires de ceux qui veulent l'alternance. Regardez, il y a plus de 50% des Français qui ont voté François Hollande en 2012 par définition. C'est comme ça qu'il a été élu. Aujourd'hui, il y en a 13% qui se déclarent encore satisfaits. Ça veut dire que vous avez beaucoup de Français qui ont voté François Hollande, qui sont très insatisfaits aujourd'hui. Mais il faut qu'ils puissent participer à ces primaires ouvertes. Il faut qu'ils puissent choisir le candidat de l'alternance pour 2017. Donc le plus ouverte possible, on peut le, mais ouverte on à peut le dire tous comme les ça. Français qui veulent. Très C'est bien. pas le plus ouvert possible. C'est ouverte à tous les Français D'accord. qui veulent que ça bouge. Il n'y a pas de degré dans l'ouverture. Donc selon la même formule que celle qu'avait utilisée le PS Non, à la je vais fin vous dire 2011. pourquoi. Eh ben non, je suis pas d'accord, parce qu'en fait le PS fin 2011, il disait quelque chose comme Les il fallait, valeurs de la gauche. ouais, il fallait valeurs de la déclarer sur gauche. l'honneur. Là, il ne qu'on faudrait pas était qu'il y ait les d'accord valeurs de la sur droite. Non, ceux qui c'est veulent pas- l'alternance, par exemple. C'est ceux qui veulent que la France Donc, c'est encore s'enlève, plus ceux ouvert. qui veulent qu'il y ait encore de l'espérance en France, ceux qui veulent que la jeunesse arrête de partir, non pas pour des raisons fiscales à l'étranger, parce que la jeunesse, elle n'a pas de raison de partir pour des raisons fiscales, mais parce qu'elle a l'impression que son avenir est à l'étranger. Tout cela, ils doivent pouvoir voter. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue au micro de France Inter. Restez avec nous dans 50 secondes, Sophia Aram.